Bon, on va peut-être, pour pas vous retenir trop longtemps, on va peut-être démarrer. Je vais faire juste une courte introduction. Tous, nous avons souhaité, en pratique avancée, suite à une première intervention sur le sujet lors des scientifiques. En effet, à l'issue du congrès, certaines IPA et certains ont été pour obtenir des informations complètes de la profession, responsable de CCM. Stéphane, je t'interromps, c'est hyper haché la conversation. Ouais, je pense que j'ai une mauvaise connexion Wi-Fi aujourd'hui. Je suis à mon domicile. J'aurais dû aller à l'hôpital. C'est pas malin. Non, mais c'est pas un souci. Mais... Parce que je peux. Bon, si c'est que moi, c'est pas grave. Je vais me taire après. Donc, elle ne durera pas longtemps. Le webinaire sera en 3 parties. Tout d'abord, de Gien, Nantal, qu'ils souhaitent feront une intervention de fonctionnement avec les infirmières échange avec les participants. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions, soit dans le chat, moi, une mauvaise timide, sinon, donc Nadège Goriot, Suzy Gonsomme, Céline Rebaud et notre régional pour le moment, et les 3 médecins de CRCM, Isabelle Danner-Boucher, Véronique Houdouin et Laurent Méli, d'avoir accepté notre invitation pour débuter la réunion. Merci. Bonjour, Laurent Méli, vous m'entendez? Ça fonctionne correctement? OK. Voilà, donc je vais vous présenter rapidement notre façon de fonctionner. Ce n'est pas un modèle, hein, c'est notre choix d'avoir fonctionné comme ça. Donc Nadège a été infirmière dans le service, puis infirmière coordinatrice, puis elle a brillamment, mais je le dis pas pour l'embêter, passé son diplôme d'IPA. Et c'est tombé à un moment où en fait 2 choses se sont télescopées, à la fois le départ d'un médecin qui n'a pas été remplacé et ce qui lui a donné l'opportunité de tout de suite rentrer dans le vif du sujet, et en même temps l'arrivée des modulateurs de CFTR avec des patients qui étaient globalement beaucoup plus stables, en particulier les ados et les adultes. Donc en fait, au départ, vous savez qu'il faut créer un contrat où on définit ensemble ce qu'on va faire. Donc on a rédigé ça, on l'a rédigé à la fois de façon détaillée, mais en laissant quelques libertés pour que ce ne soit pas trop restrictif. Et on a décidé, alors pas pour les nourrissons parce qu'on est un CRCM mixte, mais on va dire pour les ados et les adultes qui sont des patients stables, de faire un suivi alterné. C'est-à-dire un suivi qui se fait une fois sur 2, et c'est un suivi qui se fait selon les modalités classiques de l'hôpital de jour où le patient vient, il est installé dans une salle et puis il voit le médecin ou l'IPA, la diététicienne, le psychologue, si besoin l'assistante sociale, son bilan sanguin, son EFR, et à la fin, il y a la synthèse qui est faite par le médecin ou l'IPA. Donc en fait, bien entendu, on a demandé leur accord aux patients. Ce n'est pas Nadège qui a demandé parce qu'elle était mal placée pour le faire, c'est l'infirmière coordinatrice qui a demandé aux patients, mais il la connaissait déjà puisqu'elle était déjà auparavant infirmière coordinatrice. La plupart ont accepté, la grande majorité même. Et donc, on a décidé de faire les visites une fois sur 2. Donc, ce sont des hôpitaux de jour relativement classiques. Ensuite, bien sûr, nous, on se voit toute la journée, donc on se parle. S'il y a le moins de problèmes, s'il y a quelque chose d'inhabituel à l'examen clinique, sur les EFR ou sur des gaz du sang, etc., elle n'hésite pas à me solliciter, à me demander mon avis. Donc, en fait, quand elle consulte en tant qu'IPA, je suis là, ou il y a un autre médecin du service qui est là, mais en général, je suis là. Ensuite, Nadège, et ça c'est notre façon de faire, rédige le compte-rendu
fait le PMSI, mais par contre, le compte-rendu, il vient dans ce qu'on appelle mon parapheur. C'est-à-dire, en fait, moi, le lendemain, je reçois la biologie, je relis le compte-rendu, je corrige, entre guillemets, mais ce n'est pas corrigé, mais je valide en fait ce qui est fait et c'est moi qui le valide. Ça, c'est quelque chose qu'on a choisi de faire et en fait, moi, ça me soulage beaucoup qu'elle puisse voir des patients stables, mais d'un autre côté, c'est moi qui suis responsable du suivi et voilà, j'ai choisi de relire les comptes rendus comme c'est une fois sur deux. Ça me permet d'être au courant, d'avoir un peu en tête les choses qui ont changé, les choses qui ont été modifiées. Voilà pour notre organisation. Après, je ne sais pas s'il y a des… Juste sur cette partie déjà, si vous avez des remarques, des questions ou des choses qui me paraissent tellement évidentes que je n'ai pas pensé à les dire. On ne vous entend pas, il faut ouvrir votre micro. Ah, je ne sais pas si Madame Gogliati, vous vouliez parler, non? D'accord, ok. Je voulais juste aussi faire un petit commentaire sur les consultations. Donc là, j'ai parlé des hôpitaux de jour. Il y a aussi des consultations avec des tests de la sueur, puisque en fait, bon, chaque hôpital a son fonctionnement, mais nous, on a les tests de la sueur en biologie délocalisée. C'est nous qui les faisons. Donc, je donne la parole à Nadège. Oui, du coup, maintenant, avec les nouvelles cotations des IPA, on a la possibilité de voir les patients qui nous sont adressés qu'une seule fois. Donc, je fais les tests de la sueur des patients qui viennent de l'extérieur, qui nous sont adressés, puisqu'on n'a pas de laboratoire qui réalise ces tests de la sueur. Donc, c'est moi qui les fais, c'est moi qui cote cette consultation. Il est bien évident que si le test il est positif, je rends la main directement au médecin ou si j'ai un doute ou s'il y a quoi que ce soit. Alors, ça ne concerne bien entendu pas le dépistage néonatal, hein, mais on a des patients qui viennent pour des tests de la sueur en général pour des raisons dilatation de bronches, infection ORL récidivante, etc. Et donc, moi, j'ai une petite question. Nadège, c'est toi qui fais le rendu du résultat du test de la sueur dans ce contexte quand il est négatif, c'est ça? Oui. Okay. Alors en fait, on a rédigé ensemble une feuille où il y a une trame de toutes les questions à poser, des conditions du test de la sueur, etc. Et bien entendu, on en parle s'il y a le moindre doute. Oui. Du coup, si l'équipe de Nantes veut donner son mode de fonctionnement. Bonjour à tous. Donc nous, c'est à la fois il y a des similitudes et des choses qui sont différentes par rapport à ce que Laurent vient de nous raconter. Donc nous, ça a été effectivement, Céline était avec nous en tant que coordinatrice au CRCM avec une double casquette déjà à l'époque de diabète de la muco et muco-pneumo, on va dire. Donc elle était avec nous comme coordinatrice. Elle a passé effectivement son diplôme également brillamment. Et puis, nous, par contre, c'était pas une création de poste, c'était la transformation du poste de coordinatrice en poste d'IPA. Et moi, j'ai réussi, avec Vinclamuco qui nous a financé une partie, de monter à avoir 50% de temps de coordination supplémentaire. Donc, du coup, on a une nouvelle coordinatrice qui est arrivée, ce qui permet à Céline de dégager un peu de temps quand même pour faire son travail d'IPA propre et des consultations en autonomie. Donc, du coup, c'est pareil, on fait des alternances une fois le médecin, une fois Céline. Et donc, nous, par contre, elle est montée en puissance progressivement. Quand nous, on les voit en consultation ou en hôpital de jour, nos patients, et qu'on prévoit le coup d'après, on leur dit, quand le patient est stable et qu'il ne pose pas de soucis, est-ce que la prochaine fois, ça pose souci si c'est Céline qui vous voit en tant qu'IPA. Nous, on n'a eu aucun refus jusque-là. Et puis, on programme aussi du coup des consultations IPA diabéto. En fait, et après, c'est Céline qui voit avec l'endocrinologue quand est-ce que l'endocrino le voit par rapport à Céline. Mais quand il y a un diabète qui pose souci, effectivement, le coup d'après, on dit Céline vous verra en tant qu'IPA sur le versant diabète. Et puis, elle suit aussi les greffiers sur le plan diabète. Puis des fois, on oublie de
le dire aux patients, de le proposer aux patients. Et des fois, il y a des matinées où Céline, elle n'a pas de consultation prévue en tant qu'IPA. Et donc, quand elle voit ça la semaine d'avant, et on voit ensemble quel patient elle peut voir. Et du coup, on les appelle pour voir s'ils sont d'accord pour être vus la semaine d'après par Céline. Donc, c'est à la fois des consultes supplémentaires pour Céline et à la place de nous. Enfin, nous, ça nous diminue du coup notre nombre de consultations, ce qui nous permet de voir plus de greffés, par exemple, puisqu'on a une grosse pression sur la greffe. Je ne sais pas si j'ai tout dit. Et c'est pareil, comme Laurent, voilà, il y a toujours un médecin qui est là, c'est moi souvent ou sinon mes collègues. Et c'est pareil, Céline, elle nous dit à l'oral à chaque fois ce qu'elle a fait, ce qui s'est passé. Et quand elle a un problème en consultation, effectivement, elle nous appelle en direct pour savoir ce qu'on fait. Juste une petite remarque sur les patients qui acceptent dans la grande majorité des cas de faire le suivi avec l'IPA. C'est vraiment la très très grande majorité des cas. Il y a eu même une enquête qui avait été faite, hein, elles vous en parleront après. Ils disent aussi, les patients, c'est différent, voire c'est mieux. Parce que je ne dis pas la même chose à l'IPA qu'au médecin. Je ne sais pas, on fait peur. Et puis l'IPA, elle me parle avec des mots que je comprends. Pourtant, j'avais l'impression de faire des efforts. Voilà. Donc les patients, ils apprécient aussi d'avoir des personnes différentes parce qu'ils peuvent dire les choses un peu différemment. Après, il y en a quelques-uns, ils ont dit moi, je ne veux plus voir le docteur, je ne l'aime pas, je préfère voir l'IPA. Alors, on leur a quand même dit qu'une fois par an, au moins au bilan annuel, il y avait quand même une visite obligatoire avec un médecin, même si, voilà. Ok, du coup, moi, je vais prendre la parole. Je suis Véronique Oudon, je suis médecin au CFCM de Robert Debré. Ce qui est commun avec ce que vous avez dit, c'est que Suzy est infirmière coordinatrice de longue date depuis plus de 10 ans maintenant au CRCM de la mucoviscidose. Du coup, elle connaît très bien tout ce qui est clinique. Voilà, il n'y a pas eu de problème. Elle faisait déjà IPA avant d'être IPA, donc voilà, il n'y avait pas de souci là-dessus. Alors nous, notre fonctionnement, donc ça a été annoncé au cours d'une réunion pour les parents et ça a été annoncé par courrier qu'elle était IPA et qu'elle allait voir les patients. Alors en termes de logistique, on n'a pas eu la chance d'avoir un poste remplacé pour elle. Et on a effectivement un financement pour vaincre la mucoviscidose, mais la problématique étant ce qu'elle est un peu partout, on a pour le moment un problème de recrutement. Voilà. L'appel est lancé. Si jamais vous avez quelqu'un qui, bizarrement, aurait l'idée de s'installer à Paris, n'hésitez pas à lui dire qu'il y a un poste pour elle, pour un poste d'infirmière coordinatrice. Alors nous, ce n'est pas une consultation sur 2. Globalement, c'est Suzy qui voit qu'est-ce qu'elle peut apporter de plus aux patients, en particulier ceux qui sont compliqués, alors pas forcément compliqués au niveau maladie, mais compliqués en termes de gestion globale, soit parce qu'il y a des difficultés sociales, soit parce qu'il y a des problèmes de parentalité. Voilà. Donc, elle dit, tiens, moi, je peux apporter, parce que ces consultations, ça dure 1 heure, donc elle peut apporter un plus dans la prise en charge des patients. Et puis, globalement, on essaye de faire en sorte qu'elle ait vu au moins une fois dans l'année tous les patients du CRCM qui sont bien évidemment en situation stable. Donc, comme vous, il y a eu un protocole de coordination qui a été d'organisation, merci Suzy, qui a été mis en place avant. Voilà, Suzy travaille avec trois médecins. Nous, on a un staff une fois par semaine pour tous les patients. Et du coup, c'est ce moment-là où Suzy nous fait soit s'il y a vraiment des problématiques, il nous redit les problématiques. Alors moi, je ne valide pas les comptes rendus de Suzy. Elle est totalement, voilà, je sais pas, on ne revalide pas derrière ses comptes rendus. Et bien évidemment, on est à sa disposition. On est très attaché sur le fait qu'en aucun cas, elle ne voit pas. Enfin voilà, les patients sont stables, elle les voit. S'ils ne sont pas stables, elle ne les voit pas. Et à ce moment-là, elle remet sa casquette de coordinatrice, mais les prescriptions sont vraiment faites chez des patients stables. Voilà, en tout cas, nous, c'est sûr qu'elle a apporté, voilà, elle corrige toutes nos fautes. Voilà, pour le coup, c'est elle qui est plus au fait de tout que nous pour tous les patients. Enfin, voilà, elle a vraiment la plus-value n'est pas discutable
pas discutable en tout cas. Donc je vois que Philippe est là. C'est vrai que pour la pédiatrie, c'est quand même. Elle s'attache à avoir tous les vaccins, elle s'attache à avoir tout ce qui est outre les médecins généraux, les adolescents, les douleurs gynécologiques, tout ça. Enfin voilà, il y a toute la scolarité, tout ce qui. Nous, on n'a pas le temps parce qu'on n'est pas que médecin du CRCM comme d'autres. On a aussi d'autres patients et nos consultations sont quand même globalement assez courte pour des enfants. Elle apporte vraiment une plus-value sur la prise en charge globale de l'enfant. Oui, et puis vous avez quand même, alors entre vous qui êtes exclusivement pédiatrique à Debré et puis le centre de Laurent qui est mixte et celui d'Isabelle où il y a la particularité d'y avoir des transplantés, c'est vrai que je suis d'accord avec toi, hein, c'est vrai que les consultations pédiatriques peuvent aussi assez rapidement dévier, mais ce qui est peut-être aussi vrai chez les adultes, mais de tout un tas de problèmes un peu satellites qui prennent beaucoup de temps, qui nécessitent de mobiliser des intervenants extérieurs et voilà, des coups de fil. Enfin voilà, ça peut être très vite chronophage. Oui, c'est vrai que ça peut être intéressant que l'IPA prenne ce temps un peu si elle en a la disponibilité. Alors après, nous pour l'instant, il y a Claudie qui est là, hein, qui est en formation. Elle n'est pas IPA, elle termine juste sa première année. Mais effectivement, le projet n'est pas encore, enfin, je veux dire, le fameux protocole d'organisation dont vous parlez n'a pas encore été, on va dire, défini de façon extrêmement claire, même si quand j'ai rédigé le projet, les choses étaient déjà quand même pas mal cadrées. Mais oui, l'idée, c'est quand même de confier une partie de la cohorte des patients à Claudie, de patients stables sous modulateur, plutôt des grands, des ados, enfin de grands ados, et puis d'organiser un suivi une fois sur deux avec le médecin. Après, il y a aussi une dimension ETP qu'on a envie vraiment de développer parce que nous, à Lyon, vraiment, c'est quelque chose qu'on fait, mais et qui a pris de l'ampleur, hein, clairement, mais qui a du mal encore à être vraiment dans notre routine. Et c'est des choses qu'on aimerait développer. Et c'est vrai que ça va reposer à la fois sur un des médecins, mais aussi sur Claudie, parce que voilà, il nous semble que c'est une mission importante pour elle et pour nos patients. Mais, non, c'est intéressant de voir que quand même le fonctionnement est très je vois Amélie qui met les pouces en l'air. Et puis Agnès, je suis désolé, je ne vous connais pas, mais Amélie, je vois qu'elle lève les 2 pouces. C'est sa réaction dès qu'on parle TP, elle lève les pouces. Donc non, c'est intéressant de voir que vous avez des fonctionnements très différents en fait. Enfin, assez différents. Après, je pense qu'il y a un équilibre à trouver entre nos coordinatrices qui passent l'IPA et qui reviennent dans le service après leur formation avec toujours leurs anciennes collègues qui restent coordinatrices et de redispatcher un peu les rôles entre elles. Donc, effectivement, ce qu'elles ont en plus, c'est qu'elles font des consultations en autonomie. Par contre, effectivement, avant, elles avaient déjà en partie en tant que coordinatrice des rôles un peu d'IPA déjà. Donc, effectivement, c'est aussi une reconnaissance de ce qu'elles font déjà. Donc, après, il faut retrouver une place que l'ETP, effectivement, les coordinatrices, elles en font aussi. Donc, je pense que c'est propre à chaque équipe. Il faut que chaque équipe d'infirmières IPA arrive aussi à trouver son mode de fonctionnement pour que tout le monde y trouve son compte et que les coordinatrices continuent aussi à faire ce qui leur plaît aussi dans leur travail de coordinatrice, quoi. Effectivement, on a des modes de fonctionnement qui sont très différents et le modèle IPA français permet quand même cette souplesse et de s'adapter aux besoins d'un centre. Là, vous parlez d'éducation thérapeutique. Effectivement, quand c'est quelque chose qui est bien installé, qui roule, je ne vois pas pourquoi on irait modifier ce mode de fonctionnement avec une IPA. Quand c'est une problématique, quelque chose qu'on a du mal à mettre en place, je pense qu'effectivement, on peut, même si ce n'est pas une mission propre à l'IPA, à l'éducation thérapeutique, mais le fait d'avoir une IPA d'une infirmière qui va se former à la pratique avancée, qui revient, elle arrive quand même avec un bagage de gestion de projet, de coordination de projet qui est supplémentaire, d'évaluation des besoins du centre et qui peut être une plus-value pour vraiment implanter la mise en place d'un programme dans un CRCM. Par exemple, moi, donc aussi, notre CRCM, il a évolué
la configuration du CRCM, il a évolué en même temps que moi, j'arrivais avec mon diplôme IPA, avec des médecins qui sont plus exclusivement CRCM. Donc, le médecin auparavant qui gérait l'éducation thérapeutique, Michel Girardin, que probablement vous connaissez, qui était exclusivement au CRCM, qui était très impliquée dans l'éducation thérapeutique, elle est partie. Ben, voilà, moi, j'ai repris cette coordination du programme et je pense que avec voilà, aussi le fait d'avoir fait ces études d'IPA, ben, ça me donne une posture pour aussi prendre en main ce projet qui n'est pas que clinique, là, en l'occurrence. Madame Cogliatti, vous aviez levé la main? Alors, oui, Madame Cogliatti, c'est ma cadre en fait. Elle écoute en même temps. Alors moi, j'avais plusieurs questions. Alors, j'avais pas pu assister au congrès la dernière fois, mais j'ai regardé le replay de vos interventions et vous aviez mis que pendant qu'on se forme, il fallait essayer de garder le lien avec les équipes pour réussir plus ou moins à garder sa place. Alors, comment ça s'est passé pour vous pour garder ce lien en fait? Parce que sur Reims, la formation, c'est. Alors, vous avez expliqué que soit c'est alternance formation et on continue à travailler, ou soit c'est que la formation. Et sur Reims, c'est que formation, en fait. On part 2 ans en formation, sans revenir sur le terrain. Effectivement, je pense qu'une formation de 2 ans à l'université, pratique et avancée, ça nous change, hein, ça nous transforme, ça, voilà. Donc, il ne faut pas changer tout seul dans son coin parce que le projet, après, on revient dans une équipe, on part avec un projet en tête, mais ce projet, il va évoluer. D'une part, de par votre formation, et d'autre part, parce que l'équipe aussi, pendant 2 ans, il y a des choses qui changent, il y a plein de projets qui évoluent. Donc, si on reste chacun cantonné dans son coin, le retour risque d'être très compliqué. Pour moi, ça, en l'occurrence, et je pense que pour Nadège, c'était la même chose, c'était pas très compliqué de rester en lien puisque nous, on a conservé notre activité pendant notre formation. Toi, Céline, je pense que c'est différent et donc il faut s'obliger d'avoir des temps, de prévoir, d'anticiper des temps d'échange avec son équipe pour faire un point sur ce projet. Ouais, tout simplement, je pense. Oui. C'est vrai qu'il y a la question, enfin moi j'ai fait mon stage de 2e année au sein du CRCM, donc déjà voilà, ça me permettait de voir mes collègues régulièrement, de leur parler de ce que je faisais, de voir elles aussi où elles en étaient au niveau du travail. Il y avait aussi la mise en place du CAF Trio à ce moment-là, donc ça a permis de garder des liens par rapport à ça. Et puis aussi, après, quand on a élaboré comment dire, la mise en place de mon poste, c'était aussi une concertation de ce que j'allais faire et puis aussi de m'articuler parmi mes collègues pour faire ce que chacune avait envie de faire aussi, de garder. Voilà. Donc, ce sont des temps d'échange et de discussion. Oui, du coup, oui, vous avez discuté avec vos collègues pour. Je pense que le lien, il est indispensable à garder parce qu'on a évolué pendant cette formation, comme disait Suzy. Les choses qu'on avait programmé de faire avant de partir en formation, qu'on pensait faire à notre tour, ne sont pas forcément les mêmes. Et du coup, on va peaufiner au fur et à mesure notre futur poste et le lien, en fait, il se fait avec l'équipe de façon permanente. C'est-à-dire qu'on discute avec le médecin, on discute avec les équipes. Moi, j'ai vu ça finalement, ça, je ne pourrais pas le faire, ça, je pourrais le faire. Et vraiment, c'est peaufiné. Et l'équipe, elle a un regard sur notre formation. Ils sont sans cesse en questionnement. Et même pour le médecin, c'est aussi nouveau pour eux, ces formations. Donc, ils ont besoin d'un retour, de savoir concrètement ce qu'on apprend sur le terrain. Et je pense aussi effectivement faire le stage de 2e année dans le service où vous allez retravailler après. C'est un plus parce que du coup, vous êtes en stage, donc vous commencez à faire des consultations un peu toute seule en étant après chapeautée ou en binôme avec le médecin. Enfin, ça permet de construire le poste, à la fois de continuer à apprendre et d'apprendre le métier d'IPA sur l'aspect consultation, examen clinique, etc. Et ça permet aussi du coup de créer le poste au sein de l'équipe et de définir la valeur ajoutée à ce moment-là aussi, quoi. Et du coup,
alors, il y a le côté donc du poste, mais il y a aussi comme c'est un nouveau métier, est-ce que vous avez fait, quand vous êtes revenu, est-ce que vous avez fait une présentation du métier d'IPA auprès des autres médecins du service? Alors déjà, je voulais rebondir sur le fait de faire son stage dans son service, le CRCM. Je pense qu'effectivement, c'est quelque chose d'intéressant, mais ce n'est pas possible dans toutes les universités, hein. Il y a des universités comme la DEJ où ils imposent un petit peu les terrains de stage, d'autres où ils sont plus souples, mais qui interdisent justement de faire son stage dans son service. Donc, bon, voilà, donc ça a questionné en effet avec le choix de l'université où on veut se former. Si c'est un élément qui vous semble important à réaliser, il faut avoir cette information en amont. Et d'autre part, la présentation pour le métier d'IPA, oui, moi, c'est quelque chose qui a été très progressif et il y a eu pas mal de présentations. Mais moi, j'ai un cursus un peu différent puisque je faisais partie du projet préfigurateur à l'époque, avec un master avant qu'il y ait les décrets d'application et une validation de quelques UE de la formation d'IPA à la suite pour être diplômé. Donc, c'est vraiment, ils ont suivi un petit peu l'évolution de ce métier, l'apparition des décrets au sein de mon CRCM. Peut-être vous avez d'autres expériences, Nadège et Céline. Alors en fait, moi j'ai présenté le métier aux médecins et je regrette une chose, c'est de ne pas l'avoir fait à l'équipe en fait. Parce que mes collègues IDEC, les collègues infirmières du service, les kinés, les assistantes sociales, en fait tout le monde, en fait au début ils ont été surpris, ils me disaient mais tu fais des consultations, mais tu fais quoi la consultation? Et du coup, parfois à l'inverse on me demandait des choses qui n'étaient pas du tout de mon ressort, ou ma collègue me programmait par exemple des hôpitaux de jour avec des patients qui n'étaient pas stables. Donc, du coup, ils n'avaient pas bien compris ce qu'était le rôle d'une IPA. Et franchement, avec le recul, je regrette vraiment de ne pas l'avoir présenté à toute l'équipe. Et c'est vraiment quelque chose que je conseille de faire aux futurs IPA quand je vais à la fac. Alors, nous, en fait, on a témoigné auprès d'autres services, en fait. L'endocrinologie nous a demandé un témoignage de notre pratique. Donc, on a fait un petit topo en duo pour eux. Et puis, nous, alors, côté greffe, on a aussi une ancienne coordinatrice du CRCM qui a fini son diplôme là et qui, en juillet, va arriver comme IPA dans le service de transplantation. Et donc, on a présenté aussi l'activité de ce que fait une IPA au service de transplantation. Et effectivement, à Nantes, on a la possibilité que les stages la première année ont été faits dans d'autres services pour justement apprendre. Et après, la deuxième année, c'était fait au sein du service. Donc, et là, pour la transplantation, c'est intéressant parce que du coup, le côté greffe, elle apprend vraiment ce qu'est que la transplantation et ce qu'elle doit rechercher, les éléments d'appel, etc. Au cours de ce deuxième stage de deuxième année, quoi. Donc ça, moi, j'ai trouvé que c'était intéressant. Et au niveau du CRCM, du coup, Céline, elle a gagné en autonomie sur l'examen clinique, sur la consultation, au sein effectivement de la muco qu'elle connaissait déjà. Sur la pathologie, elle n'a rien appris en deuxième année. Mais sur son métier d'IPA, elle a appris durant ce deuxième stage. Si je peux rebondir sur le stage, je pense que ça dépend parce que du coup, moi, je travaille beaucoup avec d'autres IPA. Ça dépend aussi du profil de l'IPA en fait, parce que c'est sûr que Suzy, elle fait de la muco depuis 10 ans dans un CRCM pédiatrique et du coup, elle a fait son stage avec un CRCM adulte et nous, ça nous a apporté aussi une vision et des compétences de gestion d'adultes qu'on n'a pas. À l'inverse, j'ai envie de dire, si celle qui veut être IPA n'a jamais fait de pédiatrie, bah, c'est sûr que il faut peut-être qu'elle fasse un stage qu'avec des enfants. Enfin, voilà, je pense que il n'y a pas de règle. L'important, en tout cas, au niveau, au niveau médical, enfin, non, pas médical, j'aime pas ce terme-là, mais au niveau de la prise en charge du patient, c'est que le stage lui permet d'apporter des compétences qui vont être complémentaires et qui vont permettre une gestion d'un patient stable au niveau de l'examen et qui soit totalement sécure pour le patient. Voilà. C'est vrai que je me posais la question. Alors moi, je ne sais pas si... Moi, j'avais cru comprendre que je ne pourrais pas faire le stage de deuxième année dans le service, mais ma cadre, elle me dit peut-être que si.
parce qu'il y a quelqu'un d'autre sur l'hôpital qui a pu le faire dans son service. Après, moi, le stage de première année, je me posais la question justement par rapport à quel service serait le plus pertinent pour ce premier stage, en fait. Voilà. Et puis, autre question, c'était par rapport à la recherche, est-ce que vous en faites? Alors, en fait, le stage de première année, comme disait Suzy, c'est vraiment variable d'une fac à l'autre parce que nous, par exemple, le premier stage, c'est médecine interne, une médecine générale, c'est médecine tout court, mais c'est vraiment très, très variable d'une fac à l'autre. Nous, à Marseille, vraiment, on ne choisit pas. Les stages, ils sont imposés et on doit aller valider notre UE en cardio, pneumo, neuro et diabéto. Hein. Mais j'ai envie de dire, c'est une logique aussi, hein. C'est-à-dire que vous allez vous occuper d'adultes qui ont... Et on lui a construit son stage selon ce qu'elle voulait, donc elle est passée aux explorations fonctionnelles, elle a été en rééducation, elle est passée en pneumo générale, aux soins intensifs, un petit peu pour voir, et en diabète aussi. Donc on lui a vraiment construit son stage pour qu'elle fasse le parcours, qu'elle voit un plein de choses en fait. Pour ma part, moi... Le stage de la première année, elle l'a fait dans plusieurs services, c'est ça? Oui, je l'ai fait dans plusieurs services, en pneumo général et en diabéto. Et en fait, c'était mon stage de sémiologie où j'apprenais à faire l'anamnèse du patient, également l'examen clinique. Et je faisais les entrées de patients surtout. Comme ça m'apprenait vraiment à faire un entretien complet et puis à faire l'examen clinique complet, comme un externe va faire voilà, quand il est dans un service. Et puis vraiment, comme je vous disais, la deuxième année, c'est pour mettre en pratique tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai fait au sein du CRCM. Pour ma part, moi, je suis actuellement c'est Claudie là qui est actuellement en première année. J'ai décidé, donc je suis en pédiatrie. Comme les autres IPA, j'ai exclusivement travaillé auprès d'enfants atteints de mucoviscidose. Et j'ai fait le choix de réaliser mon stage de première année aux urgences pédiatriques de l'HFME. Alors, certes, ça m'a fait sortir de ma zone de confort, hein, puisque j'ai vu que de la pathologie aiguë, mais effectivement, mon objectif principal était en tout cas d'apprendre à mener un interrogatoire, de mettre une anamnèse dans un ordre chronologique précis. J'ai bien vu la différence entre mes premiers interrogatoires et ceux en fin de stage. Et puis, effectivement, de pratiquer beaucoup d'examens cliniques, puisque aux urgences, on voit défiler beaucoup de patients. Donc après, je pense que c'est important de voir quels peuvent être les objectifs qui sont importants pour toi. Et en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on n'a pas tous les mêmes objectifs et qu'il faut aller explorer ce que toi, tu as besoin d'apprendre dans ce premier stage. Peut-être que ça ne sera pas dans une unité dans laquelle tu vas exercer après, mais plutôt axé sur tes propres besoins. Philippe, tu avais une question ? Non, c'était plus un commentaire sur ce stage-là de deuxième année. Je trouve que c'est pas, Claudie, on n'en a pas discuté, mais enfin, ou plutôt si, mais c'est pas inintéressant d'aller voir un petit peu ailleurs, comme vous le dites, pour peut-être avoir des compétences et être aussi confronté à des situations qui vous sortent un petit peu de votre zone de confort. C'est comme vous avez toutes un peu le même parcours, hein, vous êtes toutes d'anciennes IDEC avec une expertise importante, des compétences que vous avez vraiment développées. Au sein des équipes, vous êtes vraiment identifiés comme IDEC, et ça doit pas être évident, et le commandeur Nadège est hyper important de dire, il faut vraiment expliquer aux gens, leur dire maintenant mon métier c'est ça, j'ai changé de métier effectivement, et c'est plus, je suis plus la Nadège ou la Claudie d'avant, je suis quelqu'un d'autre avec d'autres missions. Et du coup, je pense que ça c'est quelque chose dont il faut qu'on tire des enseignements, Claudie. Je pense qu'il faudra vraiment qu'on organise ce temps avec l'équipe élargie du CRCM, c'est-à-dire qui inclut l'hôpital de jour, pour leur dire, voilà, je fais cette formation, mais quand je reviendrai, mes missions, ce sera ça. Et effectivement, j'examinerai des enfants, effectivement, je modifierai des prescriptions, effectivement, j'aurai plus les mêmes missions. Et puis le stage, ben oui, je pense que faire son stage deuxième année en dehors, peut-être de cet endroit qu'on connaît bien, qui est le CRCM, où effectivement, il y a encore sûrement des choses à découvrir, mais... Ouais, peut-être qu'il faut un peu se pousser et, comme tu dis, sortir de sa zone de confort. Ça ne me paraît pas choquant, en tout cas. Surtout si on veut bien noter la séparation d'avec l'infirmière d'avant.
Est-ce que parmi ceux qui sont en ligne, vous aviez des questions? Moi, j'avais reposé une question sur la recherche, si vous en faites, entre autres la recherche paramédicale, et qu'est-ce que vous faites? La recherche, j'en ai fait dans le cadre voilà, du master, ça c'est sûr, puisqu'on était amené à faire un mémoire de recherche, mais c'est vrai que depuis que je suis diplômée, je n'ai pas pu relancer cette partie de la recherche, même si c'est toujours quelque chose que j'ai dans la tête. Mais c'est vrai que l'implantation de l'activité clinique, ça prend du temps. On est quand même dans une configuration un peu avec manque de temps infirmier. Donc voilà, pour l'instant, c'est pas réalisé, mais ça reste un projet. Moi, je suis dans la rédaction d'un article pour les suites de mon PHRIP, mais je pensais au départ à la prise de mon poste, pouvoir prendre une journée par semaine pour faire de la recherche, puisque j'aide mes collègues paramédicaux à rédiger un protocole à l'heure actuelle. Mais en fait, j'ai du mal à trouver ce temps. Voilà. Après, ce que j'aimerais vraiment faire, c'est que pour les futurs IPA et celles en poste, c'est qu'on arrive vraiment à faire une étude toutes ensemble de façon à montrer la plus-value des IPA dans la muco. Alors pour moi, c'était une mise en route de mon poste cette année. Et en fait, là, je vais pouvoir m'inscrire dans un début de recherche. Je me suis inscrite à une communauté de pratique d'IPA sur le département 44. Et donc, on va être amené à faire des groupes de travail pour essayer d'améliorer nos pratiques et la prise en charge du patient. Et donc, j'aurai de la recherche biblio à faire au niveau de la littérature. Et donc, tout un travail à faire en amont. Et puis également pendant les temps d'atelier. Donc, par ce biais-là, je pense que je vais pouvoir commencer à m'inscrire un peu dans la recherche. Et ce sera aussi un temps qui sera reconnu par le CHU, puisqu'il y a une charte qui a été signée avec notre coordonnateur de soins. Et donc, ce temps que je prendrai pour faire de la recherche, préparer mes ateliers, ce sera bien identifié par l'hôpital comme un temps de travail, enfin, que c'est compris sur mon temps de travail. Voilà, ce sera reconnu voilà, dans mon activité professionnelle. Alors pour rebondir sur tout ce que vous avez dit, c'est vrai que quand on a réfléchi au projet et déposé le projet aux Hospices civiques de Lyon, il y avait vraiment un point important à développer sur la future activité de recherche de l'IPA. Donc vraiment ça a été mis en avant, c'était important, et de la même façon que l'ETP était quelque chose de très très important. Après la réalité, c'est ce que vous dites, hein, mais les médecins sont confrontés à la même chose, hein, c'est que malheureusement la recherche vient souvent après tout le reste, hein, c'est-à-dire une fois qu'on a fait le clinique, l'administratif, et c'est triste, mais c'est comme ça, hélas. Alors qu'il y a effectivement, là on voit bien, on est dans une période de fort changement et on se pose tous beaucoup de questions, que ce soit au niveau médical ou paramédical. Donc, bon, ben voilà, c'est important. Mais vous aurez eu cette culture, en tout cas, pendant cette formation, et puis cette curiosité. Et c'est ça qui est super important. Et puis, ben, qu'en plus, vous pouvez avoir des PHRIP, ben, bravo, c'est super. Hein, c'est vraiment très, très positif. Mais l'idée de faire une recherche nationale des IPA, je pense, en travaillant avec du qualitatif et du quantitatif, ça reste très super, hein, parce que pour la mucoviscidose, il n'y a pas photo, c'est clair pour tout le monde que vous êtes indispensable. C'est quand même pas le cas de tous les spécialités, et ça reste encore discuté en médecine générale. Voilà, hein, donc plus vous allez réussir à montrer que vous n'êtes pas des docteurs remplaçants, mais que vous avez un métier et que vous apportez plus pour le patient, c'est fondamental. Hein. Et ça, c'est vrai que c'est la force de l'organisation de la prise en charge des enfants atteints de mucoviscidose et des adultes, hein, c'est que votre organisation va vous permettre de faire des études qui vont pouvoir montrer ça. Voilà, c'est Morgane, infirmière à Roscoff. Alors, j'ai pas le même parcours que vous parce que j'étais pas infirmière coordinatrice. Je suis infirmière de recherche depuis presque 8 ans. Et avant, j'étais infirmière dans les services d'hospitalisation pour le pré-greffe, post-greffe, etc. à l'Écurie. Donc, j'ai pas tout à fait. J'ai
appris un peu la coordination quand je fais mes visites d'études. Mais c'est vrai que oui, de faire des études après sur le travail IPA, c'est vrai que ça serait intéressant parce que ici, dans mon centre, c'est un projet en fait de me faire partir en formation, mais c'est derrière comment gérer, parce qu'on peut faire des études de paramédical, mais après, qu'est-ce qu'il en est des essais industriels? Est-ce qu'on peut encore participer? Est-ce qu'on peut faire les visites de suivi? Ça, j'en sais rien. Je pense que c'est des questions qu'il faudra qu'on pose après aux sponsors, parce que j'aurais dû... On vous entend. Non, on vous entend plus. Ah, vous m'entendez là? Ça y est, oui. Là, j'ai fini. D'accord. Le réseau est un petit peu pourri, on va dire. Ça a coupé à sponsor. Oui, en fait, ma question, c'est est-ce que vous avez un retour, je ne sais pas, déjà sur les études industrielles? Est-ce que les IPA sont amenés à faire des consultations déjà ou pas? Est-ce que c'est validé par les sponsors? Est-ce qu'on a déjà des données là-dessus? Non, moi, je ne participe pas aux visites des protocoles industriels. Non. Par contre, tout ce qui est études cliniques, oui, Suzy participe, mais par contre, au niveau industriel, il n'y a pas d'autorisation possible. En particulier avec toutes les études Vertex, elle n'a pas possibilité de suivre les patients à la classe. Nadège, vous vouliez... Sinon, non, parce qu'en fait, Morgane, ta question, effectivement, elle est intéressante. Mais là, c'est vraiment IPA en tant qu'investigateur ou autrice, en l'occurrence, de projet. Il y a l'aspect que toi, tu connais bien de coordonner, mettre en place, suivre les patients qui sont inclus dans des protocoles de recherche. Mais non, là, c'est presque, j'allais dire, la mission de chercheuses qu'elles ont commencé à toucher du doigt un peu pendant leur formation et de la possibilité derrière de développer leurs propres questions de recherche et leurs propres recherches. Ce qui est passionnant, mais comme on le dit, qui prend du temps, quoi. Hein. Alors, j'ai une autre question. C'est par rapport au financement de la formation. Comment vous avez pu obtenir le financement de votre formation? Nous, on a déposé un dossier aux HCL, on a rempli. Alors nous, ils ont demandé que le médecin, on a fait conjointement le dossier avec le médecin, avec ce que lui, ça allait apporter dans sa charge de travail, dans la diminution de sa charge de travail, les projets qu'on allait pouvoir mettre en place ensemble. Et en fait, c'est une commission qui a validé ou non le dossier. Enfin, en l'occurrence, là, ça a été validé, mais ça a été financé entièrement par l'hôpital. Et du coup, les frais de transport, les frais de logement, etc., si c'est ça ta question, ont été pris en charge entièrement. Donc pour nous à Nantes, c'était un peu pareil. Il a fallu faire un dossier conjoint, donc Céline et puis moi, dans le cadre du projet de service, en fait, de demander le poste d'IPA, enfin, la formation d'IPA. Donc la formation a été prise en charge par le CHU et par contre le remplacement de Céline au sein du CRCM pendant sa formation, c'est Vaincre la Muco qui a financé. D'ailleurs, Vaincre la Muco, lors des journées de la SFM, s'est engagé à remplacer les IDEC qui partiraient en formation d'IPA ou autres infirmières, de les remplacer pendant leur départ en formation d'IPA. Oui, effectivement, c'est des projets qui peuvent soutenir, on s'est proposé auprès de l'association. Quant à moi, j'étais pris en charge par la formation continue et le remplacement pendant mon départ en formation était pris en charge par l'Agence régionale de santé Île-de-France, qui essaie de promouvoir l'implantation des IPA dans la région et du coup, il y a beaucoup d'aide pour les hôpitaux, mais aussi en libéral et les autres santé pour accompagner les professionnels qui vont se former. Et pour Lyon, pour compléter la réponse de Nadège, alors c'est vrai qu'aux Hospices civils de Lyon, il y a depuis quelques années une volonté vraiment importante de l'institution de financer des formations pour ces postes. Alors je vais vous donner un chiffre, j'espère qu'il n'est pas trop... qu'il est vrai, mais je dirais que c'est de financer 4 000 à 5 000 formations d'IPA pour les Hospices civils de Lyon, ce qui est énorme, hein, mais il y a vraiment une grosse volonté. Donc, Claudie a bénéficié de formation avec un engagement après qui est de 5 ans, hein, Claudie, c'est ce qu'on disait hier.
à l'institution, enfin à rendre à l'institution. Le projet, ben oui, on l'a rédigé ensemble. Et puis on a été un peu surpris parce qu'on ne pensait pas qu'on passerait. Finalement, on est passé à la première demande. On a été un peu surpris de ça et c'est vrai que ça a pas mal accéléré les choses ensuite, hein, Claudie. Et puis non, il y a une vraie volonté. Alors je me disais que peut-être sur des grosses structures comme la PHP ou la PHM, peut-être que c'était un petit peu aussi l'idée parce que enfin voilà, on voit bien à quel point c'est compliqué de recruter non seulement des paramédicaux, mais des médicaux aussi. Et c'est vrai que voilà, vous faites la jonction entre les deux, ça peut être vraiment intéressant. Et ce métier, il a aussi été créé dans l'idée de garder les professionnels qui avaient une expertise, etc. Donc, c'est une plus-value pour les centres hospitaliers de proposer ces formations et de conserver voilà, les personnels qui ont l'expérience et qui vont pouvoir encore en développer et mettre en avant leurs compétences. C'est ça aussi qu'il faut le vendre. Est-ce qu'on pourrait avoir si vous êtes d'accord, hein, les copies de vos dossiers de demande de formation quand vous avez écrit le projet et tout ça? C'est possible de les avoir ou pas? Ah oui, aucun problème. Si vous nous laissez… tu l'as, Claudie? Tu l'as, toi, le document qu'on avait envoyé? Oui, bien sûr. Non, bien sûr, il faut le diffuser. Bon, ok. Bon, Claudie Serre, moi, je trouverai son adresse mail dans l'annuaire des CERSEM, c'est bon. Ok. Merci. Stéphane, tu avais une question? Oui, je ne sais pas si vous m'entendez correctement. Difficilement. C'est sur le chat. Si tu peux écrire ta question sur le chat, on va la lire pour ma toi. question. Ouais, c'est ce que je vais faire. Non, mais Stéphane, on t'entend pas. On a un mot toutes les 20 secondes, donc écris plutôt, ouais, c'est ça. Le point, ça m'a fait penser à quelque chose, et je l'ai perdu, zut. Le point important, oui, c'est ça. Le point important dans l'évaluation de ces dossiers d'IPA auprès de la gouvernance centrale des HCL, c'était justement de voir à quel point aussi ce qu'allait faire l'IPA allait permettre de libérer du temps aux médecins, pas pour aller jouer au golf, hein, mais pour développer d'autres activités, et notamment des activités nouvelles au sein de l'institution. Et donc, il y avait en fait deux dossiers un petit peu à mener en parallèle, à la fois monter le dossier d'IPA et effectivement la muco s'y prêtait bien avec les modulateurs, les maladies chroniques stabilisées, on était vraiment dans le cadre. Et puis de montrer que le temps libéré sur le plan médical serait réinvesti ailleurs et notamment sur des activités qu'on laisse un peu de côté parce que faute de manpower, on n'a pas le temps de s'en charger plus. Et ça, c'était vraiment un point déterminant. Avec une étude médico-économique aussi, en fin de dossier, on devait dire, voilà, l'IPA verra tant de gamins en consultation d'hôpital de jour, ça rapporte tant. Le docteur qui va développer l'activité nouvelle va voir tant de gamins, ça va rapporter tant. Ouais. Donc, un dossier assez complet quand même. Et nous, non seulement il y a eu un dossier écrit, mais Céline a dû soutenir à l'oral, faire une petite présentation pour présenter et soutenir son projet. Et tous les candidats qui ont été retenus qui ont présenté le dossier à l'oral n'ont pas retenu leur candidature au final pour être financés. Donc il y a eu l'étape écrite, puis présentation à l'oral, puis derrière ils ont annoncé qu'ils soutenaient, qu'ils formaient au niveau du CHU. Et effectivement, ce qui les intéresse, c'est la plus-value financière, de combien d'HDJ supplémentaires ça va rapporter, et voilà, c'est des choses comme ça. Alors, je vais lire la question de Stéphane. Après l'arrivée des modulateurs et la montée en puissance progressive des IPA, cela aura-t-il un impact sur l'engagement, le recrutement des jeunes médecins dans le CRCM? Alors, nous, de fait, on a eu un jeune médecin qui a remplacé Michel. Et donc, il n'y a pas eu d'impact. Honnêtement, je ne pense pas. Après, moi, je défends farouchement. Je pense qu'il faut faire attention sur le langage qu'on utilise, en particulier vis-à-vis des directions. C'est-à-dire qu'ils vont avoir vite fait de dire, puisque vous avez tant d'IPA, vous avez tant d'internes en moins, ou tant de chefs en moins, ou tant de seniors en moins. Enfin, c'est un discours que j'ai déjà entendu.
Voilà, je pense qu'il faut vraiment les consultations d'IPA. Enfin, après, vous ferez comme vous voudrez, hein, mais Suzy, c'est 1 heure. Et c'est important parce que c'est quelque chose de spécifique et c'est vraiment important de ne pas, voilà, de pas faire les mêmes erreurs qu'avant. C'est-à-dire que si on remplace les IPA à la place des médecins, dans 10 ans, les IPA, ça sera comme les médecins, elles auront le temps de rien faire et elles ne pourront pas consacrer 1 heure à la consultation et apporter une plus-value pour les patients, quoi. Voilà. Et en tout cas, chez nous, il n'y a pas eu de fuite de jeunes docteurs, pas encore, mais ça ne sera pas les IPA le problème, hein. Je pense que ça sera la conjoncture nationale et internationale. J'ai toujours tendance à dire qu'on ne remplace pas, on est complémentaire avec le médecin surtout. Tout à fait. Je pense que ce n'est pas les mêmes métiers, qu'il n'y a pas de concurrence entre ce que fait l'IPA. C'est vraiment deux missions et deux métiers différents. Après, c'est une question, tu as raison Stéphane, hein, qu'on se pose de plus en plus, mais pas seulement au niveau des docteurs, c'est aussi les infirmières finalement. Que va devenir la muco dans les années qui viennent? Est-ce que l'intérêt qu'on a actuellement va se maintenir dans les années qui viennent? Et effectivement, est-ce qu'au départ de certains médecins, il y aura des jeunes encore motivés et intéressés par cette pathologie? Voilà, c'est un plan sur la comète un peu difficile à faire, mais bon, voilà, nous à Lyon, on en a encore recruté 2 après des départs, donc je me dis que ça, voilà, ça dépend aussi de l'ambiance locale, quoi, un petit peu. Alors, il y a Claudie. Oui, moi je voulais rebondir sur le fait qu'il est important que l'IPA elle soit dans la perspective de travailler en collaboration avec le médecin. Mais moi j'insiste vraiment aussi qu'il est nécessaire de travailler, d'avoir en tête que c'est aussi travailler en collaboration avec ses collègues coordinatrices et aussi avec le reste de l'équipe paramédicale. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est vraiment à définir avant parce que c'est, à mon avis, gage de réussite pour soi dans son engagement, mais aussi après pour réussir à organiser les soins en harmonie avec chacun des intervenants. C'est partagé avec les médecins, effectivement, mais pas que, à mon sens en tout cas. Après, si je peux faire un commentaire plus général, parce que je participe aux oraux des IPA sur la PHP. Vous avez, je pense, toutes et tous ceux qui sont ici ont un profil de travail de longue date dans les CRCM. Il va y avoir une modification du profil avec des IPA qui vont, de fait, vont être infirmières et peu de temps après leur diplôme d'infirmière vont être IPA dans les CRCM ou ailleurs. Et ça, on voit arriver ces infirmières-là. Et du coup, c'est sûr que l'accompagnement sera différent pour ces infirmières-là ou infirmiers. Déjà, l'implantation IPA des infirmières, comme vous dites, qui ne travaillent pas en muco, mais quelle que ce soit la pathologie. Moi, dans ma promotion, j'avais des infirmières qui étaient IPA, mais sans vrai projet derrière, qui ont essayé de s'implanter dans les services. Elles n'étaient absolument pas connues de l'équipe médicale. Leur implantation n'a pas vraiment fonctionné. Il y en a beaucoup qui ont dû changer de service ou arrêter. Il faut vraiment, si on n'est pas connu du médecin ou de l'équipe médicale, il faut vraiment, du coup, en tant qu'IPA, encore faire plus ses preuves. Et c'est d'autant plus difficile, et je suis d'accord avec ce que vous dites, c'est qu'il y a de plus en plus d'IPA maintenant qui sont formés en sortant de l'école. Donc déjà, il n'y a pas toutes ces expertises et voilà, tout ce que nous, on a déjà appris au cours de toutes ces années. Et moi, dans ma promo, il y en avait qui sortaient de l'école directement, qui ont fait la formation. Ben, c'est sûr qu'en stage, on voyait nettement la différence de par l'expérience, de par l'expertise sur beaucoup de terrains. Oui, mais ça, j'ai envie de dire qu'on voit aussi la différence quand de la formation professionnelle des infirmières, hein, quand tu as une jeune qui sort du bac et qui va faire ses études d'infirmière, qu'on
contrairement à une promotion professionnelle aide-soignante, forcément, quand elle va arriver en stage, elle va être plus à l'aise dans le milieu hospitalier, etc. Donc ça c'est inhérent forcément à l'expérience de chacun, mais la pratique avancée, elle s'implante en France, hein, donc c'est sûr que c'est des métiers qui sont encore peu connus, où les places, elles ne sont pas encore faites dans les services, mais petit à petit, ça va évoluer, ça va être de plus en plus connu et elles vont réussir à s'intégrer dans les services, j'en doute pas. Elles ont quand même un diplôme avec des compétences qu'elles déploient au cours de la formation, et puis après, elles iront chercher ce dont elles ont besoin dans le service pour pouvoir mener à bien leurs activités. Et c'est sûr qu'on fait encore, il y a encore beaucoup de résistance à différents niveaux, mais ça, je pense qu'on en reparlera dans 10 ans, ce sera différent. Ouais, je pense que la question de confiance entre le médecin et son IPA, elle est primordiale. Et forcément, quand on a travaillé 10 ans avec notre coordinatrice avant qui passe IPA, on la connaît bien, on a déjà confiance en elle. Donc, il y a toute cette étape-là qui est déjà faite, en fait, avant. Oui, mais là où Suzy a raison, c'est qu'elle se fera différemment. Voilà. Mais c'est sûr que les profils d'IPA, et c'est tant mieux, vont être sans doute plus jeunes, si on peut dire ça comme ça. Et elles feront, elles feront pas un médecin de la même façon que vous, au cours de votre carrière professionnelle, vous n'avez pas fait qu'un métier. Elles feront IPA, mais sans doute dans différents services aussi, quoi. Voilà, je pense que ça bougera, ça sera pas, voilà, comme pour tout le monde, ça va bouger, mais c'est très bien. Et puis surtout, si on compare le métier d'infirmière coordinatrice et d'IPA, bon, je pense qu'on a tous, les CRCM, on recrute une infirmière aussi coordinatrice, et la confiance qu'on a en l'infirmière coordinatrice, elle se fait progressivement, et son expertise, elle se déploie aussi progressivement. L'IPA, ça sera la même chose, sauf qu'elle arrivera avec un diplôme différent et des missions différentes à exercer. Je perds le fil de ce que je voulais dire, je suis désolée. C'était sur la jeunesse des… Oui. Pour une infirmière qui ne serait pas coordinatrice avant et qu'on ne connaîtrait pas avant et qui arriverait comme IPA au sein du CRCM, c'est sûr que la confiance, elle s'établira progressivement, et sa montée en puissance aussi sur la connaissance de la maladie se fera aussi progressivement, et voilà, et donc du coup les choses se mettront en place de manière progressive, alors que la coordinatrice qui arrive comme IPA, elle peut être immergée beaucoup plus rapidement sur sa fonction d'IPA en toute confiance de la part de l'équipe médicale, quoi. En tout cas, les CRCM, ils ont un mode de fonctionnement, je trouve, qu'ils sont favorables à l'implantation des IPA. Il y a ce côté de travail pluridisciplinaire dont tu parlais, Claudie, qui est déjà bien ancré partout. La relation avec le médecin qui est généralement très facile, directe, informelle, et qui se fait facilement. Donc, dès qu'on a besoin d'avoir cette expertise médicale, on y a accès voilà, dans les minutes qui suivent. Donc, tout ça, c'est quand même assez favorable pour l'implantation d'une IPA, même si aujourd'hui, la mucoviscidose ne fait pas partie de la liste en tant que telle des pathologies dans laquelle on est censé pouvoir exercer. C'est pour ça qu'il faut faire de la recherche et montrer qu'on sert à quelque chose. Et c'est pareil dans les centres de transplantation, je pense. Puisque nous, Sophie, qui finit sa formation d'IPA, donc Céline était partie la première. Sophie voulait aussi faire IPA, mais j'ai dit, non, au CRCM, on ne pourra pas avoir 2 IPA. Par contre, on a un besoin en centre de transplantation. Elle a dit OK, et on a monté le programme pour le projet pour qu'elle devienne IPA dans le service de transplantation. Et là, ils nous ont fait une création de poste. Donc là, elle va arriver en juillet. Et donc, effectivement, l'action de confiance, on connaît très bien Sophie, on sait comment elle fonctionne. Voilà, il n'y a aucun souci. Après, sur le côté, effectivement, transplantation, là, elle n'avait pas de connaissances quand elle pouvait avoir sur la muco avant, mais là, ça va se faire au fur et à mesure. Et là, son stage qu'elle a fait du coup dans le service, elle a déjà appris plein de choses. Et
voilà, je pense que la muco et la transplantation n'est pas forcément que pulmonaire, parce qu'en néphro aussi, ils ont des IPA de suivi de greffe rénale. C'est des spécialités qui se prêtent bien à ça, je pense. Est-ce que d'autres personnes veulent poser des questions ou réagir? Du coup, je ne sais pas s'il reste 5 minutes, mais pour passer les résultats de l'enquête qu'on avait fait ou pas du tout. Enfin, je ne sais pas. Est-ce que vous voyez le diaporama? Oui, oui. Super. Je vais passer ce qu'il faut faire. Oui, effectivement, on avait fait un petit diaporama. On ne savait pas trop comment ça allait se passer ce webinaire. Il y a eu pas mal d'échanges. Donc, je pense qu'il y a pas mal de choses auxquelles on a répondu. Juste, vous voyez les diapos défiler ou pas? Oui, oui. D'accord. Et donc, bon, il n'y a rien de neuf, hein. On a fait d'autres présentations sur la pratique avancée lors de d'autres opportunités. Donc, c'est vraiment appuyé là-dessus. Donc, si vous avez accès à la présentation qui a été faite aux journées scientifiques, je pense qu'il y a pas mal d'infos que vous aurez. Ouais. Ouais. Mais ce dont parle Nadège, c'est… Non. D'accord. Effectivement, on a voulu faire un petit questionnaire à destination de nos patients suivis dans le cadre IPA pour les 3 CRCM, donc Gien, Nantes et Robert Debré, avant une présentation. Ces questionnaires, ils ont été envoyés entre janvier et février 2023 et on a obtenu 55 réponses avec 5 parents d'enfants âgés de 8 mois à 13 ans et 50 patients âgés de 15 ans à 66 ans. Donc, les questions qui leur étaient posées, c'était, je ne sais pas, le docteur Audouin a l'écran, je ne sais plus quel écran regarder. Regarde celui-là. Donc, pour la première question, donc, au cours de la consultation, selon vous, l'IPA a su évaluer correctement votre état de santé ou celui de votre enfant en réalisant l'entretien, examen clinique et ou prescrivant des examens complémentaires. Donc, on leur demandait de coter leur réponse de 0, pas du tout d'accord, à 10, tout à fait d'accord. Et vous voyez que largement, les patients se sentent évalués dans leur état clinique tout à fait de façon tout à fait adaptée. Ensuite, on avait les ordonnances qui sont réalisées par l'IPA, vous paraît-elle adaptées? Toujours des réponses très, très satisfaisantes. Au cours de la consultation, selon vous, l'IPA a su répondre à vos questions ou problématiques. Donc voilà, les patients, les 55 réponses obtenues, un côté entre 8 et voire 10 pour la plus grande majorité des cas où on se sent vraiment écouté et les réponses apportées à leur questionnement. Selon vous, en quelques mots, quels sont les aspects négatifs d'une consultation réalisée par une IPA? Donc, on avait 33 patients sur les 55 qui n'en voyaient pas. Et dans les thèmes, pour ceux qui ont répondu à cette question, qui apparaissait, c'est que effectivement l'IPA peut être limitée dans ce qu'elle peut faire. Elle ne peut pas initier une thérapeutique. Elle a besoin de la validation, vérification médicale de la consultation. Donc, la consultation peut être longue, donc, pour certains et d'autres qui trouvaient qu'elle n'avait pas assez de temps. Le risque inhérent au manque de communication entre l'IPA et le médecin, mais bon, c'était mentionné sur le terme d'un risque et pas d'un fait, et ne pas pouvoir échanger avec le médecin directement. Concernant les aspects positifs de cette consultation, donc on a eu 53 réponses où il parlait donc de la disponibilité de l'IPA, de sa réactivité, sa flexibilité,
Ils ont beaucoup de compassion pour la surcharge médicale, l'écoute, l'attention et la compréhension qu'ils peuvent avoir auprès de l'IPA, la complémentarité qui est mentionnée entre le médecin et l'IPA, pouvoir bénéficier d'un suivi personnalisé et puis le vocabulaire dont parlait le docteur Méli qui est peut-être plus compréhensible. Voilà. Et puis 2 n'avaient pas d'opinion. Voilà pour cette petit retour de la satisfaction que peuvent avoir nos patients lors des consultations. On voit que globalement, on a une large satisfaction tant sur la sécurité que sur la qualité de ces consultations. Après, je ne sais pas, on avait quelques diapos, je ne sais pas si certains ont besoin qu'on les remette, notamment sur peut-être la formation ou la différence entre l'IDEC et l'IPA ou peut-être les petits conseils qu'on peut apporter sur une implantation réussie. C'est en fonction de vos besoins. Et puis sinon, on peut tout à fait le mettre à disposition en lecture à froid pour chacun et puis revenir vers nous si besoin. Je vois que le temps passe. Suzy, je voudrais bien que tu me les fasses passer, si c'est possible, la dernière partie dont tu viens d'aborder. Bien sur sûr, on va... mon mail, si tu peux me les faire passer, ça m'intéresse. Bah, je pense que Stéphane, il va les faire passer. Largement, ouais, diffuser globalement. Ouais, très bien. Voilà. Ça peut être intéressant pour dans un an. Merci. Avec plaisir. Du coup, si vous avez plus de questions, je propose qu'on s'arrête là. Bon courage à celles qui vont faire la formation. Et oui, je pense que donc on sait que Claudie est engagée dans la formation, mais je pense que voilà, on serait intéressé pour avoir des retours de celles qui partent, qu'on arrive un petit peu à se réunir en tant que IPA, CRCM et à créer un petit peu nos réseaux et partager nos ressources. Donc n'hésitez pas à nous transmettre quand vous engagez dans cette formation. Très bien. Eh ben, bonne fin de semaine à tout le monde. Au revoir. Au revoir. Bon courage à ceux qui travaillent ce week-end. Merci. Merci, au revoir. Au revoir, merci. Au revoir, merci.